vraiment l'argent, de manière générale, on sait que c'est important. On sait que c'est très très important. Euh, et il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur la manière dont est utilisé notre argent. En plus, le monde dans lequel on vit actuellement, on a juste besoin d'allumer la télé, regarder un petit peu les infos pour sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et pour se rendre compte qu'il y a des voix qui ne sont pas du tout entendues. Enfin, on voit des injustices, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces injustices perdurent et pourquoi les voix qui essayent de dénoncer ces injustices ne sont absolument pas entendues. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue Hicham. Merci. Alors Hicham Metatlat, c'est bien, je prononce bien ton nom, Hicham Metatlat. Ouais, exactement. Tu es une des rares à bien le dire. Hein? Il y a un rat quelque part parce que je suis jamais sûre. Donc c'est vraiment. Ou peut-être. En vérité, je sais pas, je l'ai jamais écrit en arabe. Ok. Mais Hicham, du coup, je ne vois depuis une quinzaine d'années, tu viens de me dire. Ouais. Ok. Et donc entrepreneur dans la finance islamique, c'est ça? Exactement. Alors, bienvenue pour ce premier épisode de la série Ramadan. Avec la Fondation Zakat, en fait, on va faire une série de 5 épisodes avec des personnes qui représentent ce que la Zakat, elle fait. Et nous, on a voulu vraiment faire un épisode avec toi de par ton parcours, et particulièrement ton parcours en tant qu'entrepreneur, mais aussi entrepreneur dans la finance islamique. Donc bienvenue. Merci pour l'invitation et merci d'avoir pensé à moi. Alors, comment est-ce qu'on a pensé à toi ? Déjà parce que c'est pas la première fois que tu travailles avec la Fondation Suisse pour la Zakat. Donc maintenant, ça s'appelle le Swiss Zakat Foundation. Et donc, du coup, tu as pu donner des workshops, n'est-ce pas, sur la finance islamique, sur l'importance de la Zakat, etc. Mais avant d'en arriver là, en fait, tu as quand même eu un parcours un peu, je dirais pas foncièrement atypique, mais un petit peu hors norme. Vu que tu as commencé en travaillant dans une banque conventionnelle, c'est juste ? Oui, tout à fait. Tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours de vie pour arriver en fait qu'est-ce que tu as fait comme études, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené justement, non pas à la finance islamique, mais qu'est-ce qui t'a ramené déjà à la finance tout court ? Ok. Alors moi, j'ai grandi pas très loin d'ici. Donc je suis genevois depuis une quinzaine d'années, mais je suis né à Annecy, donc en France voisine, pas très loin. Où j'ai grandi, j'ai passé le plus grand de ma jeunesse, de mon adolescence. J'ai fait un parcours assez classique à l'université, donc un petit peu l'université, puis ensuite j'ai intégré une école de commerce. Comme beaucoup de jeunes, je pense que je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, j'avais pas vraiment de passion particulière ou de mission de vie particulière. Et donc, comme beaucoup de jeunes, je me suis dit, quelles seraient les études qui me permettraient de gagner le plus d'argent le plus rapidement possible. Je me suis dit, tiens, la finance, ça a l'air d'être un bon compromis, mais aucune appétence particulière pour la finance. Vraiment, je me me suis pas réveillé en me disant, tiens, je veux brasser des millions, je veux être un trader, etc. Je me suis juste dit, je veux bien gagner ma vie. Et 5 années d'études pour atteindre ce niveau-là, ça me paraît être un bon trade-off, et puis on va aller là-dessus. Du coup, moi, très rapidement, je voulais aussi une carrière internationale. Et j'ai trouvé que Genève, c'était un bon compromis, parce que ça me permettait d'être pas très loin de ma famille, mais évoluer dans un contexte qui est assez ouvert sur le monde. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai intégré une banque privée ici à Genève. Et puis j'ai commencé à travailler en tant qu'analyste financier. C'était une banque privée par choix ou c'était... tu voulais une banque privée parce que justement il y a plus de possibilités de grader rapidement, de faire de l'argent rapidement, ou bien est-ce que c'était juste ce qu'il y avait sur le marché en ce moment ? C'était un peu des deux. Enfin, moi je postulais principalement sur 3 places financières. Londres, Paris et Genève-Zurich, même si c'est pas vraiment la même place. Sur Londres, beaucoup de banques d'investissement. Paris, un peu de banques d'affaires. Et puis Genève, vu que c'est le bastion de la banque privée, beaucoup de banques privées. Et puis c'est Genève qui s'est ouvert le plus rapidement. C'est la place qui m'a proposé un job le plus rapidement possible. Et du coup, je me suis pas trop posé de questions et puis j'ai pris quoi. Toujours dans le même esprit, je ne savais pas exactement pourquoi je voulais faire...
j'avais pas une mission spécifique Ouais. au niveau de ma carrière. Je savais juste que je voulais intégrer Tu voulais être à le l'aise monde financièrement. financier, Ouais. voilà, et puis être actif très rapidement. Puis, du coup, en fait, quand tu es allé dans la banque privée, quand tu as commencé ta carrière, tu avais quel âge? J'avais 25 ans. 25 ans. Donc, Ouais, à 25 ans, tu as commencé ta carrière dans la banque privée en tant qu'analyste, hein, tu m'as dit. ouais, exactement. Tu es resté combien de temps? Je suis resté à peu près une dizaine d'années. Ok. Euh, Tu as changé de banque? Est-ce que... Oui, j'ai fait quelques banques. J'ai fait 2 banques américaines ici à Genève. Et puis après, j'ai intégré une banque genevoise, pour le coup EFG, dans laquelle j'ai fait le plus gros de ma carrière. C'était très intéressant parce que c'est très divers. Autant j'avais détesté mes expériences dans les 2 banques américaines que je ne citerai pas, parce que tout était très compartimenté, énormément de processus, très axé sur l'efficience, mais pour le coup, j'avais l'impression que j'appliquais 5% du savoir que j'avais accumulé à l'université durant mon master. Alors que chez EFG, c'était une banque qui était assez récente, avec une organisation très horizontale, et donc beaucoup de missions diverses, beaucoup plus de variété. J'apprenais beaucoup plus de choses, et surtout, j'étais exposé à des deals beaucoup plus importants, beaucoup plus rapidement. Mhm. Et en fait, le fait que tu sois justement, que tu aies changé d'une grosse banque à une banque un peu plus petite, des choses un peu plus petites, est-ce que ça t'a... là, tu m'as dit qu'il y avait des différences en fait en termes organisationnels, mais est-ce que tu voyais aussi en termes de... Pardon. Est-ce que tu voyais aussi en termes de philosophie financière, éthique financière, un changement entre une grosse structure extrêmement bien ficelée, entre guillemets, Mhm. et une plus petite structure avec justement plus de liberté? Est-ce que tu voyais qu'il y avait un shift un petit peu ou pas? Euh, pas vraiment d'un point de vue de l'éthique, d'un point de vue de la philosophie peut-être. Je ressentais plus cet esprit start-up où enfin, tous les processus ne sont pas là. Donc s'il faut mettre en place quelque chose, on peut prendre l'initiative de créer telle ou telle chose et de s'insérer dans tel ou tel projet. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant pour un jeune actif comme moi. Alors que dans une banque qui a déjà beaucoup plus d'historique et qui a beaucoup plus de strates et de process, c'est beaucoup plus difficile de passer d'un sujet à un autre au gré des envies et des opportunités. Disons que dans cette organisation horizontale, les opportunités sont beaucoup plus faciles à saisir que dans une organisation qui est déjà bien mise en place. Mhm. Là, je vois en fait le côté entrepreneur je pense qu'il se met vraiment en place, le fait que tu as préféré justement être dans une plus petite structure avec plus de possibilités de faire les choses. Par contre, je voulais aussi comprendre en fait comment ou quel est le cheminement qui t'a mené en fait à vouloir faire de la finance islamique du Ouais. coup. Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour, c'était on-off? Est-ce que c'était une réflexion qui t'a pris un peu plus de temps? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui. Alors c'est marrant parce que moi c'est pas du tout la religion qui m'a amené à la finance islamique, c'est vraiment mon activité professionnelle. Donc on avait des filiales à Abu Dhabi, Dubaï, et donc on avait des clients moyen-orientaux et mon job grosso modo c'était d'analyser les portefeuilles des clients. Et en analysant plusieurs portefeuilles, je commence à tomber sur des instruments financiers que j'avais pas trop vus, qui étaient les soukouk, qui sont ni plus ni moins que des obligations, mais le, euh, le, le pendant de l'obligation, mais de manière islamique. Donc, et en tombant sur ce genre d'instruments, je posais la question du coup aux analystes qui étaient beaucoup plus seniors que moi, qu'est-ce que c'est, comment est-ce on les analyse. Et je me suis rendu compte que personne ne savait vraiment, on savait vaguement ce qu'était un soukouk. On l'analysait plus ou moins comme une obligation, même si ce n'était pas vraiment une obligation. Et du coup, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, mais tiens, c'est un peu dommage, et c'est surtout la honte que je sois musulman et que je ne sache pas ce qu'est la finance islamique et comment est-ce qu'on peut analyser ce genre de produit. Et donc, moi, c'est vraiment un intérêt professionnel qui m'a amené à creuser le sujet. Et plus j'ai creusé le sujet, c'était un peu en même temps d'un petit éveil à la religion.
Je commençais à prendre un petit peu de l'âge, et puis du coup, j'étais un petit peu plus sensible à tout ce qui était spirituel. Et les choses se sont faites de manière un petit peu concomitante. Et en creusant la finance islamique, donc j'ai découvert pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si je suis vraiment les règles de ma religion, le job que je fais au quotidien, il est complètement illicite et non permis. Et pire que ça, je me suis dit, mais en fait, si on regarde vraiment ces règles-là, et qu'on regarde le paysage financier suisse et européen, en fait, on n'a pas d'alternative en tant que musulman. On peut avoir des alternatives si on veut euh, consommer de manière éthique, ou être soucieux dans l'environnement, ou avec telle ou telle affinité. Mais si on est musulman dans les services financiers, on n'a quasi aucune alternative qui est à notre disposition. Et je me rappelle, c'était vraiment un déclic où je me suis dit, mais finalement, on est tous dans le pétrin. Et il faut pouvoir trouver des alternatives, parce que lorsque l'on se rend compte de ce qu'est vraiment la finance islamique, on se rend compte que la manière dont on garde notre argent sur des comptes bancaires, elle n'est pas conforme. La manière dont on finance nos projets. Moi, par exemple, j'ai financé mes études en me faisant un prêt étudiant. En fait, c'est plus possible. La manière dont on accède à la propriété, si on veut acheter une maison, une résidence principale, là aussi, il n'y a pas d'option. Et on se rend compte que ce manque d'alternative, ce n'est pas juste un caprice de je veux quelque chose qui corresponde à mes valeurs, mais c'est surtout des outils qui nous manquent pour pouvoir nous construire, financer nos projets, envisager l'avenir, et puis même construire un patrimoine. Et si tu devais décrire, en fait, pas de manière technique, mais plus de manière philosophique, Oui. la finance islamique, comment est-ce que tu la décrirais? De manière philosophique? Dans le sens où on sait typiquement que la riba n'est pas permise en islam. Ouais. Mais il y a une raison, en fait, au final, pour ça. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre de la finance islamique, pour toi, tu la mettrais dans quel cadre? Comment est-ce que tu expliquerais ces règles qui peuvent être un petit peu contraignantes, spécifiquement pour les personnes qui vivent en Occident? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre et d'appliquer ces règles de finance islamique pour un musulman? Alors, typiquement, je pense que les gens sont assez sensibilisés là-dessus, parce qu'on a pu traverser pas mal de crises financières sur les 10, 15, 20 dernières années. Et en fait, quand on regarde les échanges financiers, on se rend compte que... non, d'abord, je vais commencer par le début. En fait, la base de la base, une banque et la finance, elle sert à quoi? Elle sert à financer l'économie. C'est-à-dire que dans l'économie, il y a des agents, moi par exemple, qui peut avoir un besoin de financement. J'ai envie d'acheter du matériel pour mon entreprise, j'ai envie de m'acheter une maison. Et d'autres agents, toi par exemple, qui peut avoir un excédent d'épargne. Donc moi, j'ai plus d'argent, mais je ne sais pas dans quoi le mettre. J'ai déjà financé mes projets et j'aimerais bien l'investir. Et la finance et les banques, normalement, elles sont censées faire le lien entre toi et moi. C'est-à-dire qu'elles utilisent ton épargne excédentaire pour justement financer des projets qui sont utiles à l'économie. Et donc, c'est d'essayer de créer un lien entre les différents agents pour que l'économie puisse fonctionner de manière optimale. Donc, en dressant ce tableau, tu te rends compte que finalement, on fait juste circuler l'argent d'un point A à un point B, et puis dans la pratique, c'est beaucoup plus de points que ça, mais c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. La finance traditionnelle, la finance conventionnelle, la finance qu'on connaît tous, on se rend compte qu'elle ne se limite pas à ça. Oui, elle peut organiser certains échanges, mais on se rend compte qu'il y a un volume de transactions qui est bien supérieur au volume de transactions réelles. Et ça, c'est de la spéculation pure. Typiquement, peut-être qu'il y a un besoin dans le monde de changer, je sais pas, 1 million d'euros en 1 million de francs suisses. Et ça, c'est vraiment pour répondre aux vrais besoins des agents économiques, des ménages et des entreprises. Mais en réalité, tu peux avoir 30, 300, 3 millions de fois plus ce volume d'argent qui est véritablement échangé. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie des échanges financiers qui ne servent pas à l'économie réelle, et qui servent juste à alimenter un jeu où certains font des paris et essayent de gagner de l'argent, mais sans vraiment véritable retombée économique dans le monde réel.
Et puis un autre exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est quand tu regardes vraiment le monde de manière macro, tu vois que tu as donc, le monde occidental, tu as l'Afrique, tu as les pays du tiers-monde, etc. Et moi, il y a un exemple enfin, il y a toujours une chose qui m'a énormément frappé, c'est que quand tu regardes le continent africain, tu te rends compte que c'est le continent qui a le plus de richesses naturelles au monde, mais c'est le continent le plus pauvre. Et en fait, comment ce continent il est resté pauvre? C'est qu'il y a des États, des institutions, des organisations qui ont prêté de l'argent à l'Afrique et qui ont asservi d'une certaine manière ce continent grâce au poids de la dette, au remboursement de la dette et au poids croissant de ses intérêts. Et souvent, quand tu as telle ou telle organisation, enfin tout le monde les connaît, mais je ne vais pas les nommer, enfin c'est pas ça qui est important pour comprendre cet exemple. Ça se fait toujours en échange d'accords commerciaux, d'un accès aux ressources naturelles, etc. etc. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment est-ce possible que sur le papier, un continent soit le plus riche du monde, mais que dans la réalité, ce soit le continent où il y a le plus de pauvreté, où il y a le plus de famine, où il y a le plus d'inégalités. Et un troisième point qui m'avait énormément marqué, c'est, enfin là on parle de Trump qui va débloquer 500 milliards pour de l'intelligence artificielle pour faire pour que les États-Unis soient vraiment à la pointe là-dessus. Ensuite, la France et l'Union européenne surenchérissent, la Chine également. Mais en fait, tous ces milliards sortent un peu de nulle part. Et quand on a besoin de milliards pour pouvoir répondre à des vrais besoins, typiquement faire en sorte que toutes les maladies qui peuvent être soignées soient effectives, que les malades qui souffrent de ces maladies soient effectivement soignés, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour anéantir la famine dans le monde, ben, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais tu crois que ça, c'est une question... est-ce que c'est réellement une question de finance ou est-ce que c'est une question de volonté? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, évidemment, il y a la question de la dette qui est très grande et on sait que la dette en islam, tu dois rembourser ta dette le plus rapidement possible. Il y a aussi toute la question de rahma par rapport aux personnes qui sont endettées et qui ne peuvent pas rembourser. Donc il y a évidemment un droit sur la personne qui prête de récupérer son argent, mais il y a aussi un élément de si tu pardonnes une dette, Dieu te pardonnera également. Donc il y a tout cet élément justement de permettre aux gens de récupérer une certaine stabilité financière. Ouais. Mais donc du coup là, ce que t'expliques aussi par rapport à la dette internationale, des trucs que des fois je comprends pas, on doit de l'argent à qui, enfin, dans le sens où tout le monde doit de l'argent à tout le monde, on parle de dette nationale, de dette internationale, enfin bref, le mot dette est un petit peu jeté partout comme ça, mais est-ce que du coup, en fait, comment est-ce que tu réponds à cette problématique-là d'un point de vue de la finance islamique, typiquement? Parce que tu ne veux pas... Exactement. En fait, d'un point de vue de la finance islamique, la dette est découragée, mais les dettes peuvent exister. C'est-à-dire que je peux te prêter de l'argent, je peux te prêter 1000 francs, mais tu devras me rendre que 1000 francs. Enfin, si on se dit que tu dois me rembourser dans 2 ans, tu me rends 1000 francs et tu ne me rendras pas 1200 ou 1300 francs comme ça peut être dans un prêt classique. Le gros problème de la dette, c'est justement ce principe d'intérêt, de riba qui est inclus là-dedans. Parce que tu peux emprunter 1000 francs toujours, mais si je dois te rembourser 1300, enfin, finalement, je m'appauvris pour que toi, tu puisses t'enrichir. Et si au bout des 2 ans, je ne peux toujours pas te rembourser, ben, en fait, il y a des intérêts qui vont se cumuler. Et en fait, le gros problème de la dette actuellement, c'est que tu peux avoir un capital qui a été emprunté qui peut être 2000, mais tu peux avoir le poids de la dette qui représente maintenant 3000 après un certain nombre d'années. Et du coup, tu vois que les intérêts représentent beaucoup plus que le capital qui avait été emprunté à la base. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que si je dois te rembourser que l'argent que je te dois, ben, il y a un moment ou un autre où je vais pouvoir y arriver. Mais si tu utilises le temps pour me rajouter des intérêts du moment que je ne t'ai pas remboursé,
ça fait qu'automatiquement, plus je suis en difficulté, et plus je vais te devoir de l'argent, parce que je ne serai pas en capacité de te rembourser. Et c'est comme ça qu'on fait des dettes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, et qui grossissent au fur et à mesure du temps. Et plus la dette grossit, plus c'est injuste, parce que finalement, moi, je t'ai emprunté 1000 francs, mais à la fin, je peux très bien avoir à te rembourser 10 000 francs, 15 000 francs au bout d'un certain moment. Et c'est toute cette valeur que tu me prends, c'est de la valeur que je ne peux pas redistribuer, dont je ne peux pas profiter moi-même. Et puis c'est surtout un outil de pression que tu peux utiliser pour me faire accepter telle ou telle condition ou tel contrat commercial qui, a priori, n'est pas en ma faveur. Quand est-ce que tu t'es rendu compte de l'injustice du système financier conventionnel? Parce que là, tu m'en parles et puis je pense que c'est assez clair qu'il y a une certaine injustice qui est très forte. Si on prend que le côté dette et remboursement, donc le côté riba, mais après, si on rajoute à ça tout ce qui est de l'ordre de la spéculation, tout ce qui est de l'ordre des assurances, exactement, on a un élément d'injustice qui est assez grand dans la finance, on va dire, entre guillemets, conventionnelle. Toi qui as grandi et qui as commencé ta carrière là-dedans, est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis, mais en fait, c'est d'une injustice, je ne peux plus faire ça, ou est-ce que c'était plus en mode, on a toujours fait ça et puis... Je pense que tu découvres vraiment, entre ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai pu voir dans la pratique, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai découvert beaucoup de montages qui étaient... qui pouvaient interroger. Donne-moi un exemple. Sans entrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a un moment où tu as dû faire une transaction, un truc comme ça, où tu t'es dit, purée, mais c'est pas... Là, genre vraiment là, je me sens mal. Ouais, plein de fois. Tu peux partager ou pas trop Sans entrer dans les détails, mais peut-être un truc général, tu vois. Si tu as de l'argent, tu peux t'enrichir super facilement. Et moins t'en as, plus c'est compliqué. Et du coup, tu peux vraiment avoir des produits qui peuvent te permettre de te générer un revenu assez conséquent quand tu as beaucoup d'argent. Et finalement, tout ça, ça n'est pas accessible aux personnes les plus modestes. Et c'est pas forcément de l'argent que tu gagnes en créant de la valeur. Est-ce que du coup, ça remet en cause toutes les valeurs de méritocratie? Je pense, oui, complètement. Il y a plein de choses qui sont pas... moi, je crois plus trop à la méritocratie. Est-ce que tu y croyais quand tu as commencé ta carrière? Oui, bien sûr. Ouais. C'est quand que tu t'es dit non? Quand je me suis dit non, je pense que c'est quand je suis devenu entrepreneur. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était vraiment le dernier bastion de la méritocratie. C'est-à-dire que n'importe qui peut y arriver. C'est vrai, n'importe qui peut y arriver. Mais le jeu est plus ou moins pipé en fonction d'où tu viens. C'est-à-dire que tu peux... t'as l'environnement familial qui joue beaucoup. T'as l'environnement social et aussi culturel qui joue énormément. Et ton accès aux capitaux qui peut aussi changer pas mal la donne. Et donc, si tu es né dans les beaux quartiers, que tu as le bon réseau de connaissances, que tu as des entrepreneurs autour de toi et que tu as accès à un capital, à des financements beaucoup plus facilement, tu réussiras forcément mieux. Et donc, c'est pas vrai, ce n'est pas méritocratique. Parce que quelqu'un qui n'a pas toutes ses cartes en main, ce sera forcément beaucoup plus difficile pour lui, même si c'est toujours possible. Tout est possible. On peut venir d'un milieu très défavorisé et faire des études d'excellence. On peut venir d'un milieu très défavorisé et faire une boîte excellente, mais ce n'est pas la norme et c'est beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là que pour d'autres. On reviendra sur la question justement de l'entrepreneuriat, de ta vie d'entrepreneur maintenant aujourd'hui. Par contre, je voulais du coup revenir à ton parcours. Et donc, tu as fait une dizaine d'années dans la banque, dans la finance conventionnelle. Comment tu as arrêté? Comment est-ce que quel a été le processus décisionnel pour te dire je quitte ce domaine et je me lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu justement un moment, un déclic? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a pris du temps? Est-ce que tu as commencé l'entrepreneuriat tout en étant employé? Quelle a été la transition? Alors, non, c'est un processus.
Donc, je me suis intéressé progressivement à la finance islamique. Je me suis documenté. À un moment, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer dans mon job parce que c'était en contradiction complète avec mes valeurs. Et je n'ai pas forcément pensé à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, si j'essayais de trouver un autre job. Donc je suis plutôt bon en finance, j'ai des compétences financières, même si c'était plutôt du bancaire que j'ai fait, je peux transposer ça à l'industrie, une entreprise, enfin peu importe. Du coup, la première chose que je me suis dit, c'est partir en finance d'entreprise, même faire du contrôle de gestion, etc. Enfin, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Du coup, j'ai commencé à postuler, j'ai eu pas mal d'entretiens, donc enfin, pour des postes assez intéressants. Je postulais pour tout. Enfin, moi, mon objectif, c'était vraiment quitter la banque à tout prix. Donc, je prenais aussi des postes de junior, des postes qui étaient un peu moins payés que ce que j'avais. Et je me rappelle toujours de ces entretiens parce que je n'osais pas dire la réelle raison de pourquoi je quittais la banque. Tu disais quoi? Enfin, en fait, je disais, bah, je trouve un petit peu dommage de rester enfermé dans une carrière. J'aimerais bien découvrir autre chose, pouvoir ouvrir mes horizons. Tu vois, un peu un peu la carte, tu sais, BS. Oui, ouais, exactement. C'était BS à fond. Ouais. Et c'était je veux m'ouvrir au monde. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que enfin, moi, mes premiers stages, je les ai faits en banque. Et très rapidement, enfin, j'étais enfermé dans le bancaire et c'était très, très, très difficile de pouvoir sortir de là. Et puis les gens ne comprenaient pas, mais vous avez un bon job, vous avez un bon titre, vous avez un bon salaire, pourquoi est-ce que vous voulez faire quelque chose de complètement différent, beaucoup moins bien payé, beaucoup plus junior. Normalement, les gens essayent de faire la passerelle dans l'autre sens. Ouais, pourquoi est-ce que... Et c'était très difficile à expliquer, et je pense que du coup, c'était hyper suspect pour les recruteurs. Donc, résultat de 2 ans de recherche d'emploi, rien du tout. Mais tu n'as pas voulu un jour dire, ben, je vais fermer l'abcès, en fait. Enfin, je vais faire exploser l'abcès et puis je vais juste dire, en fait, il y a une question éthique qui me correspond plus. Tu t'es jamais dit que tu pouvais être transparent par rapport à ça? J'ai jamais osé. Je pense que j'étais plus jeune et que j'avais peut-être plus peur de ce que les gens pensaient. Et aussi, enfin, si je suis complètement honnête, j'étais en demande. C'était moi qui demandais un nouveau job. Et quand on demande un nouveau job, on ne veut pas forcément se montrer en situation de faiblesse. Et puis, c'était il y a un petit moment quand même, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, il n'y avait pas la même ouverture par rapport à ça. Et je trouve aussi que, peut-être contre mon gré, j'ai été conditionné à ne surtout pas révéler quoi que ce soit de ma religion dans l'espace professionnel et limite dans l'espace public. Peut-être que je n'ai pas osé. Ou peut-être que je me suis dit, de toute façon, les gens ne comprendront pas. Et j'avais aussi un petit aperçu du fait que les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est que, typiquement, quand j'allais voir mon banquier, est-ce que vous voulez investir dans telle assurance vie, dans telle chose, dans tel produit ? Est-ce que vous voulez prendre un prêt pour vous acheter une maison, etc. Et que je leur disais, mais non, moi, je ne fais pas d'intérêt parce que c'est contraire à ma religion. En fait, je n'ai jamais eu quelqu'un en face qui pouvait comprendre. J'ai toujours eu des personnes qui faisaient les yeux ronds et qui ne comprenaient pas, qui me disaient, mais c'est bizarre parce qu'on a tel client qui lui aussi est musulman, mais lui, il a bien fait un prêt, et puis il a bien pris un 3e pilier, puis il a bien pris telle et telle chose. Et donc, en fait, je n'ai jamais senti qu'en face, il y avait une compréhension ou qu'il y avait une ouverture qui permettait de comprendre ça. Et puis la finance islamique, c'était aussi très obscur. C'était pas aussi... Enfin, là, il y a un effort de vulgarisation qui est fait un petit peu partout en Europe. Mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était. Enfin, et beaucoup de nos co-religionnaires ne savaient même pas que l'intérêt, c'était Enfin, tout le monde sait plus ou moins que riba, c'est interdit. Mais personne ne sait dans quelle proportion et à quel point c'est impliquant. C'est assez fou parce que justement, il y a... c'est pas unique en fait à l'islam, la question de l'intérêt. Parce que même quand on voit dans les écrits religieux chrétiens ou autres, il y a aussi cet élément où l'argent doit circuler et l'argent ne peut pas être gardé que par un pourcentage très faible de la population. Ça m'a toujours... étonné en fait
ça m'a toujours étonné, en fait, le gaslighting des institutions financières. Et en fait, à quel point elles nous ont drillé à accepter l'inacceptable. Et en fait, moi, j'ai toujours été... Donc, je viens d'une famille pratiquante. On a toujours, en fait, connu, tu vois, justement, que la riba était interdite. On n'a pas fait de prêt. Enfin, tu vois, ça fait partie, en fait, de la manière dont j'ai grandi aussi. Mais en fait, je me suis jamais rendu compte à quel point c'était intrinsèquement lié dans tous les aspects de notre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est... donc, quand j'ai fait mon master, j'ai choisi de faire mon travail de master sur le côté, sur les implications philosophiques et éthiques de la finance islamique, tu vois. Et c'est là où, comme toi, en fait, j'ai découvert tellement d'autres aspects de la finance islamique qui, pour moi, en fait, au bout d'un moment, je me suis même posé la question de se dire, est-ce que finance et islamique peuvent être mis l'un à côté des autres ? Enfin, est-ce que ces deux mots peuvent être, en fait, conjoints ? Et en fait, est-ce qu'on n'est pas juste... comment dire, est-ce qu'on n'est pas juste conditionné, de par le système dans lequel on est, à toujours vivre d'une manière ou d'une autre, soit dans la dette, soit dans un aspect de riba d'une manière ou d'une autre, tu vois, parce que c'est tellement contradictoire avec le monde dans lequel on vit. Du coup, c'était des questions que je voulais te poser par rapport à ta décision, du coup, de monter Mizzen. Parce que ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand je suis allée regarder sur Mizzen, c'est que tu as tracé le mot banque et que tu as mis le compte halal et pas banque, tu vois. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison réglementaire. On n'a pas le droit de s'appeler banque parce que les banques, c'est des établissements de crédit qui ont une licence d'établissement de crédit. Et du coup, si on se fait appeler banque, il faut qu'on puisse avoir cette licence qu'on n'a pas actuellement. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire et pour pouvoir distinguer les deux. Ensuite, c'est aussi parce que je pense qu'on peut faire de la finance islamique sans forcément être une banque. Quand tu regardes une banque, enfin les métiers principaux d'une banque, elle propose un compte et des moyens de paiement, elle propose des solutions d'investissement, elle propose des solutions de financement. Dans le paysage réglementaire et technologique actuel, en fait, tu peux remplir ces trois missions, sans forcément avoir de licence d'établissement de crédit. Et surtout que la licence d'établissement de crédit, donc la banque en tant que telle, ce qu'elle permet de faire, c'est lorsque tu déposes ton argent sur ton compte, que je puisse me servir sur ton compte pour ensuite avoir des activités, soit de prêt d'argent, soit d'investissement sur les marchés. Et nous, toute cette partie qui nous semble injuste et non conforme, finalement, elle ne nous intéresse pas, donc on n'a pas vraiment d'utilité d'être un établissement de crédit. Donc en fait, explique ce que c'est du coup Mizzen, exactement ce que vous faites. Mizzen, on est ce qu'on appelle une néobanque, mais pas vraiment. Enfin, même ça, d'un point de vue réglementaire, le régulateur aime pas trop, parce que du coup, ça apporte de la confusion. Mais grosso modo, on est une fintech, donc une start-up qui agit sur le secteur des technologies financières. Ça, c'est vraiment pas du tout mainstream comme définition, mais après, j'essaierai d'être plus précis. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer et proposer des solutions financières. Donc, ça peut être des solutions d'investissement, des solutions de financement, mais aussi des moyens de paiement et des comptes pour que le musulman d'Europe puisse gérer son argent de manière complètement conforme à l'islam. Et du coup, donc il y a vraiment ces trois dimensions, les moyens de paiement, les solutions d'investissement et les solutions de financement. Et nous, on a choisi de commencer par le compte. Pourquoi ? Parce que le compte, c'est le produit financier le plus répandu. Tout le monde en a besoin. Si on reçoit un salaire, si on est un minimum intégré socialement, on en a besoin. Mais surtout, pour nous, c'est le produit qui est le plus sous-coté. Parce que quand on parle de finance islamique, les gens automatiquement... par exemple, si je te parle de finance islamique, tu vas penser à quel produit ? Moi, je pense à l'achat de biens immobiliers. Exactement. Comment est-ce que je peux acheter ma maison sans faire de crédit à intérêt ? Parce qu'on voit... l'intérêt riba est très apparent dans ce genre de transactions. Alors que sur un compte, on ne le voit pas. On se dit, tiens...
Si j'ai pas de découvert, bah, finalement, je paye pas d'AGO, donc c'est bon. Et si, enfin, surtout en Suisse, on a les intérêts qui s'accumulent même sur nos comptes courants. Ben, si chaque année, je distribue ces intérêts à des bonnes causes, ben, finalement, je purifie mon argent et du coup, j'ai un compte qui est complètement licite. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la banque utilise cet argent pour le prêter à intérêt à d'autres et pour l'investir. Donc, s'il faut, elle l'investit dans des industries porcines, de l'alcool, de la pornographie, de l'armement, sans qu'on le sache. Et donc, on contribue indirectement à ça. Et en fait, moi, tu parlais tout à l'heure du déclic. Moi, le déclic qui m'a vraiment dit, en fait, il faut absolument que je sorte de ça, c'est un hadith qui dit que Allah et son messager déclarent la guerre à tous ceux qui mangent du riba, qui payent le riba, qui l'organisent et qui l'attestent. Et moi, quand j'étais en banque, j'avais toujours mon prêt étudiant, je pouvais gagner de l'intérêt sur des produits financiers, je structurais des solutions de financement, donc je facilitais complètement ça. Et en plus, je l'attestais, parce que vu que j'avais un pouvoir de signature, je signais sur les contrats avec le client final. Donc moi, je me suis dit, mais mince, je suis dans les 4 cas de figure. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie, c'est vraiment de déclarer la guerre à mon créateur. Comment est-ce que je peux me sortir de là? Et c'est là que je me suis rendu compte, mais finalement, on est beaucoup dans ce cas-là. Mmh. Et le compte courant, il nous met aussi dans la situation où on facilite. Mmh. Parce qu'on met notre argent à disposition d'un système qui est complètement contre nos valeurs. Du moment qu'il n'y a pas d'alternative, ça va, enfin c'est permis, tu vois, il y a toujours la notion de nécessité qui fait que ce qui est interdit est permis, mais une fois que tu as des alternatives, tu ne peux plus. Et puis moi, quand je me suis vraiment, ce hadith, il m'a complètement ouvert les yeux, et du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai saoulé tout le monde autour de moi. Et je me suis aussi rendu compte que quand tu parles de finance islamique, en fait, tu culpabilises beaucoup les gens. Ouais. Parce que les gens veulent s'enrichir, se créer un patrimoine, obtenir leur résidence principale. Et du coup, en fait, c'est comme si tu leur disais, mais non, tu peux pas. Et que tu mets des barrières à leur projet professionnel et leur projet personnel. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est bien de sensibiliser, mais il faut avoir des solutions à côté. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Mizan. Je me suis dit, j'ai pas envie de dire à tout le monde, ce que vous faites, c'est pas bien et c'est illicite. Je vais expliquer pourquoi on ne devrait pas laisser notre argent dans des banques classiques, mais il faut pouvoir apporter une alternative pour leur dire, bah voilà, on ne fait pas que énoncer un problème, on apporte aussi une solution. Maintenant, voilà, il y a des solutions qui sont disponibles, il faut pouvoir y aller. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé à Mizan. Ça fait combien de temps que tu travailles sur Mizan? 5 ans. 5 ans. Ouais. Donc j'imagine que c'était 5 longues années, je pense. C'était assez... Raconte-nous l'entrepreneuriat. C'était pas long, parce que j'étais entrepreneur avant. En fait, du coup, moi, j'avais quitté la banque. Enfin, justement, moi, je suis arrivé à l'entrepreneuriat par dépit. C'est-à-dire que personne ne voulait me proposer un job. Du coup, j'ai fait un master en finance islamique pour essayer de me former un peu plus et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus académique. Je me suis dit, je vais créer ma propre boîte. Au départ, c'était censé être un cabinet de conseil pour aider les gens, pour accompagner les gens dans la finance islamique. Finalement, j'ai découvert le financement participatif, le crowdfunding, etc. Et je me suis dit, mais tiens, crowdfunding, c'est quelque chose qui est très islamique finalement, parce que tu as des agents qui ont de l'argent, qui l'investissent. L'investissement, c'est par nature enfin, ça colle bien à l'idéologie de l'économie islamique. Et je me suis dit, finalement, je vais faire ça. Je vais aider des gens à investir dans des startups. Il va falloir que je sélectionne des startups pour qu'elles soient dans des secteurs qui soient licites. Et je vais organiser les choses comme ça. Et donc, ça a été ma première expérience à la finance islamique. Et après, chemin faisant, je regardais toujours tout ce qui se passait dans le secteur bancaire, financier. Il y a des startups comme Revolut, N26 qui ont commencé à émerger un petit peu partout en Europe. Et à un moment, comment je suis arrivé à Mizan, c'est marrant, je déjeunais avec un ami qui était entrepreneur. À l'époque, je faisais du conseil pour des grands comptes sur l'arc lémanique. Il me dit, mais si tu devais créer une start-up, qu'est-ce que tu ferais? Je fais, franchement, je ferais un Revolut islamique. Il me fait, mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas?
Du coup, je le regarde et je me fais, mais c'est vrai, t'as raison, pourquoi est-ce que je le fais pas? Et puis c'est comme ça que je me suis lancé. Enfin, vraiment, j'ai pas plus réfléchi que ça. Et puis du coup, j'ai commencé, j'ai tout arrêté, toutes mes activités de consulting. Je faisais du consulting en innovation. Et, je me suis lancé, créé un deck. J'ai commencé à essayer d'en parler autour de moi, organiser des workshops un petit peu partout en Europe. J'ai vu qu'il y avait une bonne réponse. Puis, chemin faisant, on a créé une équipe, j'ai trouvé un cofondateur. Et puis c'était long, c'était passionnant. Mais enfin, je pourrais faire ça encore 30 ans, il n'y a pas de souci. Pourquoi le nom Mizen? Alors, Mizen, tu veux la vraie histoire ou tu veux... Tu peux faire les deux. Tu peux me faire la version officielle et la vraie. Comme ça, après, tu choisis laquelle tu... Alors, la version politiquement correcte, Ouais. mais en vrai, les deux se rejoignent. En vrai, les deux se rejoignent. Mais il y a une petite leçon d'entrepreneuriat là-dedans. Enfin, moi, quand j'ai créé Mizen, quand j'ai créé le projet qui allait devenir Mizen, je voulais vraiment bousculer un petit peu les codes et essayer d'interpeller un petit peu la communauté. Et donc, en fait, le premier nom du projet Mizen, c'était pas du tout Mizen, c'était Flous. Et du coup, moi, j'aimais bien. Mais il y a plein de personnes qui me disaient, non, mais Hicham, tu peux pas faire Flous, ça fait un peu... Je dis, mais non, c'est cool. Flous ou pas? Ouais, non, je fais un compte Flous, c'est pas mal, j'aime bien. Et à un moment, j'ai un investisseur qui me dit, mais t'as vérifié la marque? Je fais, bah non. Il me fait, parce qu'elle est prise, je viens de vérifier. Je fais, ah non. Et en fait, il y avait déjà une start-up qui avait utilisé ce nom, qui était aussi dans la fintech, dans le sud de la France, il me semble. Mais ils opéraient plus. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir avec eux pour essayer de racheter le nom et racheter la marque, comme ça. Enfin, je peux continuer sur cette base. Et puis pas moyen. Enfin, ils voulaient pas, ou ils voulaient vendre beaucoup trop cher. Et du coup, je me suis dit, non, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais trouver un autre nom. Donc j'ai brainstormé 1h30. Je suis tombé sur Mizen. J'ai bien aimé Mizen. Je me rappelle, j'avais brainstormé avec ma femme, donc c'était avec ma femme qu'on brainstormait. J'ai vérifié si tous les noms de domaine, si la marque était disponible, c'était le cas. Et en fait, Mizen, j'aime bien parce que là, on a un peu la religion du juste milieu. Il y a aussi cet équilibre qu'il faut pouvoir avoir dans le monde. Donc c'est vraiment la notion de balance. Cet équilibre qu'on doit avoir dans nos relations financières, ne pas être contrôlé par l'argent, mais quand même pouvoir le rechercher, parce que l'argent, c'est utile et c'est un outil qui peut nous amener à réaliser beaucoup de choses. Et aussi, il y avait cette notion de, finalement, à la fin des fins, on sera tous jugés sur nos actions, sur ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de pas bien. Et du coup, Mizen, je trouvais que c'était assez parlant là-dedans. Et d'un point de vue plus opérationnel, nous, tout ce qu'on souhaite faire, ça va vraiment à l'inverse du fonctionnement des banques classiques. C'est-à-dire que nous, on veut responsabiliser l'individu, lui expliquer ce qu'est la finance, comment fonctionnent les choses, pour que lui puisse faire ses propres choix. Et ce qu'on nous a répété depuis le début du projet, c'est que mais personne ne vous suivra parce que la communauté n'est pas solidaire, on n'aime pas suivre des initiatives, on préfère suivre d'autres initiatives que des initiatives qui émanent de la communauté. Et nous, on a la thèse inverse. On se dit que si on arrive à se fédérer et à vraiment travailler de concert et à vraiment expliquer l'enjeu d'un tel projet à la communauté, eh ben, on pourra peser un peu plus lourd sur la balance que les banques traditionnelles. Et d'ailleurs, on l'a mis dans nos développements produits. C'est-à-dire que là, bientôt, on va proposer du financement immobilier. Et c'est vraiment la communauté qui va financer d'autres membres de la communauté. Donc, si on ne se fédère pas, le produit ne fonctionne pas. Mais si on se fédère, le produit, il a des retombées qui sont quasi infinies. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour notre propre projet, notre propre boîte, nous, on a toujours intégré des investisseurs de la communauté. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui aiment bien avoir la main mise sur leur projet,
sur leur entreprise. Non, je veux garder 100% des parts parce que je veux être le maître à bord, je veux que ce soit mon bébé, je veux que tous les bénéfices, toute la valeur qui est créée par cette boîte me revienne à moi. Nous, on a fait le pari inverse. On s'est dit, dès le début, on va intégrer un maximum de personnes. Plus ce projet appartient à la communauté, et plus la communauté s'y retrouvera, et plus on pourra aller loin. Quels ont été les retours, en fait, justement, de ta clientèle cible, qui est du coup les personnes de la communauté? Est-ce que tu as eu des témoignages, en fait, de personnes qui t'ont apporté, justement, des questionnements par rapport à ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Quel a été le retour, en fait, de votre clientèle première cible? Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, on a différents retours. Enfin, tu as des personnes qui sont très informées du problème, puis qui le vivaient depuis très très longtemps. Et pour elles, c'était vraiment une douleur, tu vois, de ne pas avoir de solution conforme à leur éthique. Et eux, du coup, ils sont super contents. Merci beaucoup. C'est les premiers supports. C'est nos premiers fans. Ils nous encouragent. Ils n'ont aucun problème à payer parce qu'ils ont vraiment l'impression que même en payant notre abonnement, ils font vraiment une chose pour la communauté. Donc eux, j'ai envie de dire, c'est un feedback qui est ultra, ultra, ultra positif. Après, tu as une grosse partie de la communauté qui, elle, ne comprend pas. Mais pourquoi? Qui est curieuse, qui se pose des questions. Mais quelle différence avec un compte? Mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que c'est payant? Mais tiens, avec Revolut, je ne paye pas. Pourquoi est-ce que je devrais payer avec vous? Et qui ont cette sensibilité, mais ne savent pas trop. Et du coup, qui sont en demande de beaucoup d'informations. Mais le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous faites telle et telle chose? Quelle est vraiment la différence entre une vraie banque? Et eux, progressivement, c'est pas les premières personnes qui achètent, mais elles viennent au produit au bout de 6 mois, 1 an, une fois qu'on s'est bien intégré, parce qu'en plus, étant donné que nous, on reçoit l'argent des gens, donc il y a aussi toute cette notion de est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que c'est des escrocs? Est-ce qu'ils vont partir avec la caisse? Est-ce que mon argent est en sécurité? Donc il y a tous ces éléments de réassurance qu'il faut apporter. Et progressivement, ces personnes, plus on les éduque et plus on leur explique comment fonctionne la finance islamique et le système bancaire de manière générale, et plus elles adhèrent au projet. Donc on a vraiment une réponse qui est très, très, très positive. Et puis après, il y a une troisième partie de la population, je les classe un petit peu comme ça. Il y a ceux qui culpabilisent, j'ai envie de dire. Imaginons, je suis entrepreneur dans l'immobilier, j'ai acheté plein de fonciers, et donc j'ai forcément fait beaucoup de crédits. Et du coup, avoir cette vérité qui est énoncée en face de moi, en fait, ça détruit tout mon monde que j'ai mis énormément de mal à construire. Et pour ces personnes-là, il y a beaucoup de remises en question. Donc, il y en a qui essayent de rechercher et d'essayer de comprendre les choses. Et il y en a pour qui c'est un rejet total. C'est-à-dire, mais non, riba, ça n'existe pas. L'intérêt, c'est pas du riba. On ne peut pas avoir ce mode de pensée alors qu'on vit dans un pays occidental. Faut pouvoir s'adapter. Est-ce que c'est mieux de payer un loyer que d'acheter sa maison? Il y a tout ce rejet qui est fait. Mais ce rejet, il est super intéressant parce qu'en fait, il est symptomatique. On n'est pas aussi virulent si ça ne nous touchait pas. Ouais, et je pense que... et c'est aussi pour ça qu'on bosse, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est pas culpabiliser les gens, pas les stigmatiser, mais aussi ne pas les empêcher de pouvoir construire la vie dont ils rêvent. C'est injuste qu'on puisse pas acheter notre maison. C'est injuste qu'on puisse pas construire le même patrimoine que d'autres. C'est injuste qu'on puisse... que des jeunes se voient refuser leurs études dans des écoles très renommées, dans des universités américaines par manque de financement. C'est injuste qu'un entrepreneur musulman ne puisse pas se développer aussi rapidement qu'un autre entrepreneur parce qu'il n'a pas accès au crédit. Mais ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui est en fait le socle même de notre communauté, qui est qu'on doit être justement dans cette entraide. Et typiquement, si on prend juste un des aspects fondamentaux en fait, de notre religion, la zakat, qui est quand même le troisième pilier de l'islam,
Et en fait, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent souvent la zakat et la sadaqa en disant mais de toute façon c'est bon, je donne de l'argent et tout, mais il n'y a pas un calcul financier où on se dit non, la zakat c'est 2,5% d'un montant qui est lié au nisab, et le nisab change chaque année, dans le sens où c'est une feuille, un stylo et une date dans ton agenda, quoi. Et en fait c'est à ce moment-là tu fais la différence et tu payes. Exactement. C'est une taxe. Et en fait justement il y a beaucoup de choses qu'on voit aussi au sein de la fondation qui font vachement écho à ce que tu dis, qui est comme s'il y avait une manière en fait de minimiser les besoins de la communauté en Occident, sous prétexte qu'on est censé être de classe, même si on vient de classe populaire, on est toujours mieux que dans le pays de nos parents, et que du coup, dès qu'il faut faire un investissement, donner de l'argent, faire de la, entre grands guillemets, charité ou des dons, on va le faire dans un pays qu'on considère beaucoup moins bien loti que la Suisse ou la France ou un autre pays d'Europe. Et donc du coup, je trouve ça hyper touchant et intéressant le fait que quand tu parlais justement de l'autonomisation de la communauté, du fait qu'on est en fait responsable de cette communauté à travers des solutions comme toi tu les proposes, à travers la zakat, à travers des sadaqas qui peuvent se donner à des fonds d'investissement qui peuvent ensuite aider des entrepreneurs, etc. Comment est-ce que tu expliquerais ça à quelqu'un qui est assez susceptible, enfin, qui ne comprendrait pas vraiment l'importance d'investir ici? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. Et si je prends mon expérience personnelle, je pense que tout vient de l'éducation. Et tout vient du savoir qu'on arrive à accumuler. Moi, typiquement, je viens d'un milieu qui est très modeste. Et du coup, moi, la chose que je voulais atteindre en tant qu'adulte, c'est que je ne veux pas réfléchir à l'argent. Je ne veux pas avoir à me poser la question comment est-ce qu'on va finir le mois, comment est-ce qu'on va faire telle et telle chose. Et du coup, j'ai eu un désintéressement. Enfin, j'aimais l'argent, mais j'ai eu un désintéressement et même un dédain pour l'argent. C'est-à-dire que je faisais pas mes comptes, je calculais pas, etc. Et puis, je m'en fichais un petit peu. Mais en fait, quand tu es musulman, tu ne peux pas, parce que tu vas être jugé sur chaque franc que tu vas gagner, mais aussi sur chaque franc que tu vas dépenser. Donc, tu vois, il y a vraiment une responsabilité qui est là-dedans, et tu ne peux pas te permettre de laisser partir ton argent un peu n'importe où sans vraiment le savoir. Donc déjà, avoir un état des lieux très précis de ce que tu as et quels sont tes objectifs. Cette histoire de zakat, je l'ai entendue. Mais dans la zakat, on n'est pas dans un pays musulman, donc finalement, elle n'est même pas obligatoire de payer, alors que c'est le troisième pilier de l'islam. Et le fait de pouvoir de le minimiser de cette manière, et puis c'est bien connu, il n'y a pas de pauvres en Suisse. Il y a pas, les pauvres, ils sont dans le monde entier, sauf ici. Moi, je pense que c'est des habitudes qu'on n'a pas ancrées. Parce qu'en fait, l'éducation financière, c'est comme tout. C'est comme l'éducation alimentaire, c'est comme l'éducation religieuse. Si tu es habitué à être poli avec les gens depuis tout petit, ça va être naturel pour toi d'être poli à l'âge adulte. Si tu es habitué à prier depuis tout petit, ça va être très simple pour toi de prier à l'âge adulte. Si tu es habitué à manger sainement depuis tout petit, ça ne va pas être un effort énorme pour toi de manger de manière saine à l'âge adulte. Et malheureusement, les finances, elles sont... on fait tous des transactions financières tous les jours, mais on n'est jamais éduqué là-dessus. Il y a les principes. Comment est-ce que tu gères un budget? Comment est-ce que tu dépenses ton argent? Comment est-ce que tu économises? Comment est-ce que tu investis aussi? Mais il n'y a pas que ça. Il y a comment est-ce que tu remplis tes obligations. C'est-à-dire que la zakat, c'est une obligation. Donc en fait, tu dois la donner. Et du moment que tu n'arrives pas à me prouver qu'il y a 0 pauvre en Suisse, tu es toujours obligé de la donner. Et c'est pas tu la calcules un certain mois, une certaine année, un autre mois, une autre année. En fait, il y a une certaine rigueur et une régularité à avoir. Et tout est lié parce que, quand
quand on parle d'argent, on est très mondain. C'est-à-dire qu'on va se dire quelle richesse je peux accumuler, quels sont les biens que je peux m'acheter, quelles sont les expériences que je peux m'offrir. Mais en fait, on ne pense jamais à l'investissement dans l'au-delà. Et du coup, les sadaqas, ça en fait partie. Quand tu donnes, c'est que tu essayes de te créer un patrimoine, non pas ici, mais plus tard. La zakat aussi, elle est dans ce cas de figure. Et tous les dons, enfin toute la philanthropie islamique, d'une manière générale, elle est aussi dans ce cas de figure. Et un des principes, par exemple, en éducation financière, c'est qu'on dit, investissez toujours, même si c'est un petit peu par mois. Parce que ça vous permet aussi de vous éduquer, de vous former, de vous familiariser avec cet effort d'investissement. Et qu'est-ce qu'on dit aussi dans la donation? On dit donnez, même si vous pouvez donner que 1 franc, donnez 1 franc. Mais donnez tout le temps. Puis si un jour vos revenus augmentent, votre niveau de vie augmente, bah vous pourrez donner un petit peu plus. Mais c'est aussi important de créer cette habitude depuis tout petit. Et quand on est dans un environnement qui n'est pas du tout islamique, comme en Suisse ou comme en Europe, en fait, on n'a pas la société pour te rappeler ça. On n'a pas tous nos voisins qui vont nous dire « ah bah tiens, la zakat, ça fonctionne comme si ». Enfin, la religion, elle est très absente de l'école, elle est très absente du travail, et à la limite, on la retrouve soit dans la cellule familiale, soit peut-être avec des amis, si on a des amis qui sont musulmans, mais on n'a tous pas que des amis exclusivement musulmans, donc la religion disparaît de plus en plus. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est moins sensibilisé et que tu n'as pas d'organes d'État ou d'institutions qui te permettent d'organiser ça aussi. Mais tu as vu, en fait, dans les 5 années là où tu as fait Mizzen, tu as vu un changement ou une augmentation de cette éducation, justement, de la part de la communauté, ou c'est plus ou moins stable depuis le début? Non, moi je vois, les jeunes générations, elles sont très impressionnantes. Elles sont très au fait. C'est très important pour elles. Il y a aussi les réseaux sociaux qui démocratisent le fait de pouvoir gagner de l'argent, le fait de pouvoir le gérer, mais aussi l'accès au savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition. Et je trouve que les personnes de ma génération, on va dire les millennials, on avait un petit terreau fertile et finalement, on arrive à chercher l'information, on arrive à s'éduquer, on arrive à monter en compétences là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont peut-être pas été conformes une partie de leur vie, mais qui ensuite, pas intentionnellement, mais vraiment par méconnaissance et par manque de connaissances, et qui ensuite essayent de vraiment revenir un petit peu dans les clous, essayer d'organiser leurs finances différemment, rembourser les crédits qu'ils avaient pu faire. Donc il y a toutes ces personnes qui ont entamé ce travail-là. Mais chez les plus jeunes, ils sont au fait depuis tout petit. Moi, je vois beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans qui connaissent les interdits, qui connaissent les piliers de la finance islamique, qui te disent « moi, je ne veux pas avoir un travail qui ne soit pas conforme à mes valeurs », qui revendiquent aussi beaucoup plus par rapport à notre génération, le fait d'être musulman et de vouloir faire les choses d'une certaine manière, et qui cherchent activement des solutions au riba. Et ça, c'est assez encourageant. Je trouve qu'avec les jeunes générations, c'est beaucoup plus... les personnes sont convaincues et elles veulent créer des alternatives, elles veulent pouvoir changer les choses. Elles sont beaucoup plus entreprenantes. Après, c'est aussi normal parce que c'est d'autres générations. Comment tu vois maintenant l'avenir, justement, de la finance islamique en Europe? Je suis assez positif. Au début, quand on a commencé il y a 5 ans, on était vraiment, on savait pas si les gens allaient adhérer, s'ils allaient répondre de manière favorable, s'ils allaient complètement passer à côté. Là, on sent qu'il y a un vrai attrait. Je pense qu'il y a tout à construire. On a juste égratigné le marché. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'acteurs. Je pense que c'est aussi important quand tu es un petit peu dans les premiers à rentrer sur un marché.
tu te prends forcément plus de murs que d'autres, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais que plus on sera nombreux dans cet écosystème, et vu qu'il y a vraiment un besoin de vulgarisation, plus les gens seront aussi éduqués et informés, parce que c'est des choses qui vont être exponentielles, ça va se cumuler. Mes efforts, plus les efforts de telle autre start-up et de telle autre start-up vont faire que finalement la finance islamique sera vue comme quelque chose d'incontournable. Et moi, ce que je vois, c'est que peut-être que sur les 5 prochaines années, ce sera exclusivement des musulmans qui vont lancer ce type d'initiative. Mais à partir du moment où on aura démontré qu'il y a un vrai marché, tu verras que la plupart des acteurs, même très conventionnels, se mettront à fournir ce genre de service parce que, étant donné que... Il y a de l'argent, en fait. Une fois qu'il y a de l'argent, finalement, on est beaucoup moins dogmatique sur ces valeurs. Et surtout que, moi, une chose qui m'avait énormément choqué, c'est... je m'étais toujours dit, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de banque islamique en Europe. Et instinctivement, je m'étais dit, mais c'est normal, finalement, les gens ne savent pas ce que c'est que la finance islamique, donc c'est normal qu'elle ne soit pas présente dans ces pays-là. En fait, tu vois que les banques européennes sont à la pointe de la finance islamique, mais pas sur le marché européen. Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, pour une clientèle d'institutionnels ou pour une clientèle de personnes très fortunées. Mais pour le particulier, elles ne veulent pas proposer ce genre de service juste en raison du risque réputationnel. On ne veut pas associer notre image à quoi que ce soit d'islamique. On veut bien le faire dans un pays musulman, mais on ne veut pas le faire dans un pays européen, malgré qu'il y ait beaucoup de musulmans qui vivent ici. Et ça, tu penses que ça va changer dans les 5 prochaines années? Oui, je pense que ça va changer parce que les gens réclament aussi. Avant, on était très silencieux, c'est-à-dire qu'on n'exprimait pas le fait qu'on voulait avoir d'autres alternatives. Donc plus le marché va le réclamer et plus ces acteurs vont s'en rendre compte, et plus des acteurs comme nous vont s'emparer de ce marché dont personne ne veut pour le moment. Et plus elles vont se dire peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans et peut-être qu'on devrait se positionner. Et je pense que l'élément déclencheur, ce sera quand elles auront vraiment un manque à gagner. Je prends le cas de la France parce que c'est en France qu'on s'est lancé pour justement tester ce marché. En France, on nous dit qu'il y a 7 millions de musulmans, grosso modo, pour une population d'à peu près 70 millions de Français. C'est un peu compliqué parce que, moi, ça fait 40 ans que j'entends qu'on est 7 millions. Donc, peut-être que les musulmans ne procréent pas, ne font pas d'enfants. Mais c'est très bizarre qu'il y ait un chiffre qui soit aussi stable au fil des années. Mais admettons, disons que 10% de la population française est musulmane. Les services financiers aux particuliers, c'est à peu près 100 milliards par an en France, juste en France. Donc, alors, on fait à la louche, petit calcul bien approximatif. On a à peu près un marché pour la finance islamique d'à peu près 10 milliards par an, rien qu'en France. Du moment que ces 10 milliards sont captés comme ils le sont actuellement, parce qu'on a tous des comptes chez eux, les gens font des prêts chez eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de créer de nouveaux produits. Mais si ces 10% commencent à se dire « Ah bah tiens, il y a un Mizen, ah bah tiens, il y a un tel, et ben finalement je vais mettre mon compte là, puis je vais faire mon financement avec celui-là. » Et tout cet argent va partir petit à petit, ne va plus être capté par ces entreprises. Un trou de 10 milliards, ça fait quand même mal chaque année. Et c'est là qu'à mon avis, elles se réveilleront. Trop bien. Je me réjouis de ce moment-là. Moi aussi. Je ne te cache pas que je me réjouis. L'avenir de Mizen, spécifiquement. Là, tu m'avais parlé tout à l'heure du lancement de produits pour l'investissement communautaire pour l'achat de propriétés. Comment tu vois Mizen dans les 10 à 15 prochaines années? Alors nous, Mizen, déjà de base, on l'a créée pour qu'elle soit indépendante. C'est-à-dire que nous, quand on a analysé le marché de la finance islamique, on a vu que la plupart des acteurs se positionnaient comme des courtiers. C'est-à-dire, on ne fait pas de financement immobilier, mais on va voir une banque pour qu'elle fasse ce financement immobilier. Et donc, en fait, les acteurs de la finance islamique sont plutôt des intermédiaires, des courtiers. Et nous, ça ne nous plaisait pas parce que finalement, à la fin, c'est toujours une banque conventionnelle qui ouvre ou ferme le robinet à volonté. Et du coup, ça crée une forte dépendance. Et ce qui fait qu'au bout de 15 ans, par exemple, de finance islamique en France,
on a très peu d'opérations financières immobilières qui sont réalisées et des personnes qui sont éligibles à un prêt immobilier ne sont pas éligibles à un financement immobilier islamique parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez d'offres. Et nous, on voulait vraiment créer cette indépendance. C'est aussi pour ça qu'on a commencé par le compte. Parce qu'à partir du moment où on arrive à fédérer suffisamment de clients sur la partie compte, eh ben, on a la taille critique nécessaire pour créer d'autres produits. Et donc, nous, notre prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir proposer du financement immobilier qui sera... Enfin, c'est un produit qui est assez intéressant parce que c'est à la fois un produit d'investissement et un produit de financement. Donc, si tu veux acheter ta maison, tu pourras en venant chez nous. Mais si tu es juste investisseuse et que tu veux générer des revenus passifs dans l'immobilier, tu pourrais aussi investir. Et en fait, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera ton argent pour justement financer les acquisitions immobilières d'autres clients. Et ce système-là, il est super... enfin, la manière dont on organise ça, c'est super intéressant parce que ça crée quelque chose d'autonome. C'est-à-dire que c'est nous qui réalisons les opérations grâce à l'argent de nos clients. Et ce n'est pas une banque conventionnelle qui vient à un moment donné qui dit « Ah bah oui, toi, vu que tu es un joueur professionnel, je veux bien t'accepter comme client et te financer ta maison. Mais toi, vu que tu es juste un technicien informatique dans une petite boîte, je vais pas prendre le risque parce que j'ai vraiment pas envie de faire de finance islamique et je veux le faire que quand ça me rapporte vraiment beaucoup d'argent. » Et ça, c'est un produit qui est prêt de notre côté, donc qu'on va dérouler cette année, Inch'Allah. Et la chose qui est bien, c'est que sur ce modèle-là, on peut tout financer. Quelqu'un qui va acheter une voiture, un entrepreneur qui va acheter une machine pour sa boîte. Et notre objectif dans les 5 prochaines années, c'est de pouvoir proposer des solutions d'investissement et de financement pour les besoins les plus urgents, mais aussi les plus primaires de la communauté, c'est-à-dire acheter sa maison, acheter sa voiture, un étudiant qui a besoin s'acheter un nouveau Mac, essayer de financer aussi ses études, etc. Enfin, toutes les choses qui sont nécessaires en tant que communauté pour que justement on puisse grandir, gagner en maturité et aussi gagner en pouvoir économique. Parce que, enfin, on le voit bien actuellement, on est les paillassons de tout le monde. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est assez impressionnant, je trouve que c'est fou. Je suis toujours impressionnée par la brillance et la créativité au sein de notre communauté. Ah oui. Et c'est pour ça que je suis ultra contente de pouvoir faire ces entretiens avec toi et d'autres, parce qu'on voit en fait que quand on s'aligne avec ces valeurs profondes, et notamment nos valeurs spirituelles, c'est des choses qui... Allah, en fait, nous a donné une créativité qui est débordante. Et donc, en fait, le fait de pouvoir avoir cette brillance en fait, intellectuelle au sein de notre communauté, de pouvoir l'utiliser, je pense que ça devient maintenant absolument primordial. Et donc aussi de pouvoir voir des imaginaires en fait, complètement différents de ce qui nous entoure, quoi. Ouais, tout à fait. Merci pour ce partage. C'était hyper... c'était très touchant et aussi très innovant d'une manière. Enfin, la manière dont tu présentes ça, j'ai trouvé ça ultra innovant et aussi, perso, moi, ça me donne énormément d'espoir. Par contre, là, j'ai encore 3 questions qui nous viennent. J'ai 3 questions là qui nous viennent de nos internautes. Alors, il y a une internaute, j'ai changé les noms, si jamais. Sarah qui demande, moi je travaille dans une banque conventionnelle à Genève, ça fait plusieurs années que j'y travaille et je veux m'en sortir mais je n'ai pas l'esprit entrepreneurial et c'est très compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a une ouverture de poste chez Mizan? Je travaille dans le risque. Dans le risque. Est-ce que tu engages quelqu'un dans le risque? Bientôt. Inch'Allah. Très bien. Là, on est en train de clôturer une levée de fonds, donc on aura forcément des postes qui seront ouverts. J'aime bien ce que tu as dit avant, c'est que tu as dit qu'il y a vraiment cet esprit créatif qu'on a dans la communauté, cet esprit aussi de créateur. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur endroit, et même le monde du business en général, c'est le meilleur endroit pour pouvoir exercer cet esprit et le mettre en place. Donc peut-être, Inch'Allah, qu'on aura des postes ouverts. En tout cas, nous, c'est aussi notre objectif et c'est aussi une fierté de pouvoir se dire qu'à terme, on peut embaucher
des personnes qui se voient refuser des postes parce qu'ils n'ont pas le bon nom ou le bon morceau de tissu sur la tête, etc. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que il n'y a personne qui de base est calibré pour être entrepreneur. Enfin, moi, j'ai vraiment entrepris par dépit parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais sinon, jamais de ma vie, je n'aurais entrepris parce que c'est pas du tout dans mes gènes. J'ai pas ces exemples-là dans ma famille. Et il ne faut pas se laisser enfermer par des croyances limitantes. Enfin, on a beaucoup d'outils de nos jours. On peut entreprendre de mille et une manières et on n'est pas obligé d'entreprendre à plein temps. On peut commencer par quelque chose qui va nous prendre 5 heures par semaine, 10 heures par semaine. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut tester comme ça sur le côté. Et ça, je le dis spécifiquement aux gens qui travaillent en banque. Enfin, faut vraiment... j'ai pas envie de culpabiliser les gens, mais si vous pouvez trouver une autre alternative, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir la trouver, Inch'Allah. Inch'Allah. On a une question du coup de Karim qui dit que justement il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, parce qu'il doit prendre soin de sa famille, mais aussi de sa famille au bled, etc. Et donc du coup, en fait, il utilise une partie de son argent pour faire des investissements, notamment en bourse, mais aussi dans la crypto, etc. etc. Et il te demande, est-ce qu'il y a des alternatives islamiques, entre guillemets, pour pouvoir se mettre très à l'aise financièrement ? Je pense, oui. Le fait qu'il investisse dans des cryptos... les cryptos, c'est pas illicite. Et l'investissement en bourse n'est pas illicite non plus. Tout dépend dans quoi est-ce que tu investis. Donc, le fait qu'il soit investisseur, c'est une bonne chose. Il peut continuer à investir de cette manière-là. Il faut juste qu'il délimite son univers d'investissement pour rester sur des actifs qui soient charia compatibles. Donc, ce qu'il fait actuellement, il peut continuer à le faire. Il n'y a absolument pas de problème. Et puis après, comment est-ce qu'on peut... la question, c'est comment devenir riche. Comment devenir riche. Aussi, il y a la question, je pense, du passive income. Tu sais, de l'argent qui dort et puis tu te fais de l'argent en dormant. Ouais, le passive income, moi, j'y crois pas trop, malheureusement. On peut se créer un patrimoine, on peut créer de la richesse, on peut faire des investissements, mais pour se faire un passive income, en plus sur de l'investissement boursier ou sur de l'investissement en crypto, c'est possible, mais il faut beaucoup d'argent. Typiquement, si tu regardes le retour moyen des marchés financiers, on va dire que c'est entre... Là, on va prendre autre chose. Un bien immobilier. Allez, c'est 5-6%, disons 5%. Donc, si tu veux te générer un revenu passif de 50 000 balles par an, il faut que tu aies un bien qui soit valorisé au moins à 1 million. Si tu veux un peu plus, il faut que tu aies un bien qui soit à 2 millions. Si tu veux encore un peu plus, il faut que tu aies un bien qui soit beaucoup plus... faut que tu aies pu investir une grosse somme à un moment donné. Donc, en fait, la valeur de ce que tu vas pouvoir retirer comme rendement, elle est complètement corrélée au montant que tu es prêt à investir. Donc, si tu es prêt à investir que 10 000 balles par an, ça va être très compliqué de te créer un revenu passif qui va permettre de te faire vivre toi et ta famille. Donc, tout est proportionnel. En revanche, pouvoir créer de la richesse, il y a plein d'études qui le montrent, et puis tu peux le voir rien qu'en regardant les grosses fortunes de ce monde. Tu as 2 types de grosses fortunes. Tu as les fortunes héréditaires. Si tu es un Saoud, tu es déjà riche quand tu es né, tu as de la chance. Mais sinon, la plupart sont des entrepreneurs. En fait, le meilleur moyen de pouvoir créer ce qu'on appelle de la richesse générationnelle et de pouvoir sauter plusieurs classes sociales d'un coup, c'est vraiment de créer des entreprises. Et je trouve que pour la communauté, c'est même le meilleur moyen. Parce que pour obtenir le même job qu'un autre, on dépense tellement beaucoup plus d'énergie. Et puis, moi, j'ai vu des personnes très brillantes qui avaient des niveaux de qualification très élevés, qui n'arrivaient pas à trouver un job qui corresponde à leurs compétences. Ils avaient souvent des jobs qui étaient sous-qualifiés pour des raisons des fois de couleur, de nom, de patronyme, de religion, des choses qui sont complètement stupides. C'est un peu moins vrai en Suisse parce que je trouve que l'accès est beaucoup plus simple. Mais en France, j'ai beaucoup vu ça. Et je me suis toujours dit, mais quitte à galérer à ce point,
autant galérer pour un business que vous créez vous-même. Et finalement, toutes ces personnes-là, elles ont les compétences nécessaires. Par exemple, cette personne en risk management peut très bien faire du risk management, elle peut très bien faire du conseil, elle peut très bien le faire en freelance, elle peut faire beaucoup de choses. Mais c'est juste qu'on n'a pas c'est comme l'éducation financière. On n'a pas cette éducation entrepreneuriale et on ne sait pas que ce chemin est possible. Parce qu'on n'a pas d'exemple autour de nous qui nous ont montré que ce chemin était possible. Ouais. Très bien. Dernière question, celle-ci de Aïcha. Elle demande en fait à quand la possibilité d'ouvrir un compte Mizen en Suisse. Alors théoriquement, dans quelques mois, on n'aura pas le droit de le marketer parce que si les gens viennent, si quelqu'un qui habite en Suisse vient ouvrir un compte chez Mizen, il ne sera pas refusé, mais nous, on ne pourra pas aller le chercher activement parce qu'on n'aura pas la licence sur le territoire suisse. Mais les gens pourront quand même ouvrir un compte, mais ce sera un compte en euros dans un premier temps. Et la deuxième étape, c'est de pouvoir proposer ce qu'on propose pour toute l'Europe, également aux résidents suisses. Moi, j'ai une incitation directe à le faire, parce que moi aussi, je suis résident, j'habite ici. Mais c'est toute une question de marché. On a à peu près 25 millions de musulmans en Europe. Je crois qu'on en a 400, 500 000 en Suisse. Et du coup, créer des choses pour un marché de 25 millions, c'est plus intéressant pour nous que pour un marché de quelques centaines de milliers. Et c'est surtout une question d'allocation des ressources. Ouais. Où est-ce qu'on investit pour avoir le meilleur retour possible, pas juste pour s'enrichir, mais pour se solidifier d'un point de vue financier. Et une fois qu'on aura les moyens, avec grand plaisir, pour pouvoir dupliquer tout ça en Suisse, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, vous ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. On n'oubliera pas. Je ne m'oublierai pas non plus. Trop bien. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter, qu'on n'aurait pas abordées, un message spécifique de la part de Mizen que tu aimerais prendre le temps de faire maintenant? Vraiment, l'argent, de manière générale, on sait que c'est important. On sait que c'est très, très important. Et il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur la manière dont est utilisé notre argent. En plus, le monde dans lequel on vit actuellement, on a juste besoin d'allumer la télé, regarder un petit peu les infos pour sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et pour se rendre compte qu'il y a des voix qui ne sont pas du tout entendues. On voit des injustices, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces injustices perdurent et pourquoi les voix qui essayent de dénoncer ces injustices ne sont absolument pas entendues. Moi, c'est ce que je dis toujours. On a 3 pouvoirs. On a le pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir médiatique. On n'a aucun des 3 en Europe. Mais le plus simple à obtenir, c'est le pouvoir économique. Donc faisons attention à comment est-ce qu'on dépense notre argent, comment est-ce qu'on gagne notre argent, comment est-ce qu'on donne notre argent, comment est-ce qu'on investit notre argent. Et on aura déjà fait une grosse partie de la chose. Et à partir du moment où les différents acteurs sauront qu'on est conscient de ça et qu'on aime faire attention à comment notre argent est utilisé, on aura une meilleure voix au chapitre et on sera un petit peu plus entendu. Et ça nous permettra peut-être à terme d'être plus respectés par les sphères médiatiques et les sphères politiques. Et aussi la chose qui m'a réveillé, qui m'a incité à prendre le risque, parce que c'est un risque aussi de créer une boîte. Moi aussi, j'ai des enfants, donc je fais porter un risque à ma famille parce que je les mets en insécurité. Je suis aussi à un âge où c'est beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir switcher d'une activité à une autre. La reconversion sera beaucoup plus difficile si je dois me reconvertir. Mais il y a un truc que j'ai pas voulu accepter, c'est je voulais pas que mes enfants vivent la même chose que moi j'ai vécu. Parce que si c'est le cas, c'est qu'on a vraiment échoué en tant que génération et qu'on n'a rien construit. Et essayons de construire quelque chose, de se dire qu'on laisse le monde avec plus d'options et un peu meilleur pour nos enfants que pour nous-mêmes. Moi, dans mon cas précis, c'est de me dire je veux que mes enfants aient des opportunités.
d'un point de vue financier, qui ne soient pas obligés de faire un prêt pour pour faire leurs études et qu'ils aient le choix entre des solutions ribaoui et non ribaoui. En fait, c'est ça mon objectif. Et si j'arrive à faire ça, je me dirais, j'ai réussi et j'ai accompli ma mission. Essayons chacun de trouver notre mission. Comment est-ce qu'on peut changer les choses d'un point de vue individuel? On a tous un don, un talent, une expertise spécifique. Essayons de la mettre à profit pas forcément que de la communauté, mais de la société en général, parce que plus on aura une action sur la société, et plus aussi ça profitera à notre communauté par écho. Merci infiniment, Hicham. Ben, merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci, vraiment, ton histoire est extrêmement inspirante. Et j'espère que plein de personnes écouteront ton message et qu'il y aura peut-être une pépinière de nouvelles entreprises 2025 qui vont se créer, de personnes qui veulent vraiment créer des alternatives pour nous et pour les générations futures. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on se souhaite de pire. Merci beaucoup. Barakallahu fik.